Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur la mise en pratique des approches de suivi, évaluation, apprentissage féministe et sensible au genre. Nous sommes très heureuses de l'intérêt pour cet événement aujourd'hui. On a même dû fermer les inscriptions dans les derniers jours en raison de sa popularité. Donc, ça témoigne vraiment de l'intérêt pour les questions liées à l'intégration du genre dans les projets. Donc, mon nom est Andréane Martel. Je suis la directrice du programme Activer le changement. Hi everyone, my name is Andréane Martel. I'm the director of the Spirit Change program. So before we start, I invite you to choose a preferred Avant de commencer, je vais vous inviter à choisir votre langue de préférence au cours de la séance. Donc, au bas de votre écran, vous avez une option d'interprétation. Veuillez choisir l'anglais ou le français. Donc, il est possible de passer d'une langue à langue par d'autres selon votre préférence. Si vous utilisez le service d'interprétation sur Zoom, il suffit de choisir votre langue de préférence. Et si vous avez des enjeux techniques, des problèmes techniques et que cela vous est impossible, merci de nous en parler en privé à Nicolas Peña dans la boîte de clavardage. Soit en français ou en anglais. J'en profite pour remercier Fanny Poirier qui fera l'interprétation de notre session aujourd'hui. Donc, les diapositives qui sont présentées pendant la session seront en anglais, mais on va vous envoyer dans le chat les diapositives en français si vous souhaitez suivre les diapositives en français plutôt qu'en anglais. Et évidemment, les diapositives en français et en anglais vous seront transmises après la séance. For those who are joining, I invite you to choose a preferred language. Pour ceux et celles qui joignent à nous à l'instant, je vous invite à choisir votre langue de préférence au bas de l'écran puisque cette séance sera tenue dans les deux langues, en français et en anglais. Personnes dans la ville de Québec, Toronto, Edmonton, et on travaille aussi en étroite collaboration avec les conseils provinciaux et régionaux. Donc, je veux en profiter pour reconnaître le territoire sur lequel je me trouve. Donc, je suis située à Montréal, sur les territoires non cédés de la nation Kanien'keha. Et si vous le souhaitez, je vous encourage à nommer dans le chat le territoire sur lequel vous vous trouvez. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le programme Activer le changement, donc c'est un programme sur 5 ans qui est financé par Affaires mondiales Canada. Le programme vise à soutenir les petites et moyennes organisations de coopération et de solidarité internationale, notamment à travers des activités de partage des connaissances comme celui qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on organise plusieurs opportunités d'apprentissage, des conférences, en plus d'avoir un programme pour l'engagement des jeunes et l'éducation à la citoyenneté mondiale. Nico, can you move to the next slide? So this is the introduction of the Spirit Change program, so you can already move to the next slide around the housekeeping. Voici l'introduction au programme Activer le changement, donc on peut déjà passer à la prochaine diapo. La séance sera enregistrée aujourd'hui afin que nous puissions la rendre publique ultérieurement. Donc, nous ne partagerons pas les enregistrements des sous-groupes de conversation afin de vous permettre un espace de confiance et d'ouverture pour avoir des conversations entre vous. S'il vous plaît, assurez-vous d'avoir mis votre micro sur l'option muette tout au long de la séance, à moins de vous exprimer directement. Si vous souhaitez parler, vous pouvez lever la main avec l'émoticône et vous pouvez aussi poser vos questions dans la boîte de clavardage tout au long de la séance. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous avez des enjeux techniques, des problèmes techniques ou des questions, n'hésitez pas à envoyer un message en privé à mon collègue Nico, Spirit Change. Nico will send in the chat a contact sheet. Nico vous envoiera une feuille de contact dans la boîte de clavardage. Donc, si vous voulez partager vos informations avec les participants à cet appel, n'hésitez pas à ajouter votre courriel afin que nous l'ajoutions à notre envoi à la fin de la séance. Nous partagerons aussi un document de ressources partagées et nous invitons les participants et les participantes à ajouter des ressources pertinentes reliées à la pratique du SEAL dans une approche féministe, afin que nous puissions compléter notre document. Merci. Est-ce qu'on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Je suis vraiment heureuse d'initier aujourd'hui cette nouvelle série sur l'intégration du genre et des approches
féministes dans les projets et programmes. On sait que c'est un sujet qui est vraiment important pour les petites et moyennes organisations. En fait, ça fait presque un an qu'on pense à offrir cette série, mais on attendait le moment opportun pour le faire. Donc, l'une des particularités de cette série est qu'on souhaite inviter des leaders et des experts au sein du secteur à partager leur expertise sur des sujets liés à l'intégration des approches féministes et sexo-spécifiques dans les projets et les programmes. Donc, il s'agit de la première session. Il y en a déjà d'autres. Vous pouvez aller sur notre site web pour voir quelle est la prochaine qui va avoir lieu le 14 octobre. So by inviting champions in the sector, we aim to encourage peer-to-peer learning, and also we want these opportunities. Donc, on encourage l'apprentissage de pair à pair et aussi l'apprentissage pragmatique basé sur les réalités des SMO dans notre travail. Le travail que nous ferons aujourd'hui, ce sera d'approcher les dynamiques de pouvoir à travers les communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous croyons qu'utiliser une approche féministe tout en évaluant nos activités pourra nous aider à augmenter notre savoir de notre travail et ça pourrait nous donner des outils vraiment précieux pour changer les relations de pouvoir dans nos interactions. Nous encourageons donc les représentants de leurs organisations qui développent ou implémentent des nouveaux outils dans cette perspective à nous partager une approche ou une ressource avec laquelle ils travaillent afin que nous puissions aussi l'intégrer à notre réflexion. Il y aura ensuite une présentation au cours de la première, je crois, au cours des premières 30 ou 20 minutes de la conversation qui sera suivie par une période de questions et de réponses et nous irons ensuite en sous-groupe de conversation. Donc, nous vous demandons dans le formulaire d'enregistrement de choisir un des 3 sujets auxquels vous voulez participer dans la discussion avec les présentateurs, les présentatrices et les animatrices dans les sous-groupes de conversation. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter nos 3 présentatrices. Premièrement, Deborah Simpson, qui est gérante du programme Impact à Oxfam Canada. Et nous avons aussi Calais Goswell, qui est spécialiste technique dans les enjeux d'égalité du genre et d'inclusion à MEDA. Et ensuite, Andres Crisborough, qui est conseillère d'évaluation à Plan Canada. Donc, Deborah, à vous le micro. Merci tellement, Andréane. Je vais simplement attendre pour que ma diapo apparaisse. Merci. Juste pour vous donner une perspective sur Oxfam Canada, nous développons un guide de pratique sur l'intégration des pratiques SEAR depuis un an maintenant et nous l'avons implanté officiellement à partir de juin cette année. Plutôt que d'être un outil spécifique, il agit plutôt comme des recommandations d'approche qui vise à inclure 7 principes fondateurs que nous croyons être très importants pour le développement des organisations qui veulent intégrer les pratiques du SEAR dans leurs activités. Donc, peut-être avez-vous déjà entendu parler de Oxfam? Mais pour vous donner un portrait large, Oxfam Canada est affilié à la Confédération internationale de Oxfam qui est liée dans plus de 89 pays. Notre mission, c'est de suggérer des solutions à long terme à la pauvreté et l'injustice afin d'augmenter la qualité de vie des femmes et des femmes. Nous avons 4 programmes. Premièrement, nous souhaitons mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, répondre aux urgences en question de genre, militer pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, et ensuite la puissance économique et les rôles de pouvoir des femmes dans la vie financière et économique. Et au cours de ces programmes, nous encourageons nos partenaires et nos équipes nationales à vraiment adopter des approches féministes dans leur pratique du SEAR afin de vraiment promouvoir le droit des femmes et l'égalité du genre à travers leur implication dans le programme et l'implantation de certaines pratiques concrètes dans nos pratiques de SEAR. Donc, nous allons commencer avec le premier principe clé avec le prochain diapo. Oh, pardon, j'allais oublier de vous parler de ceci, juste pour vous donner un peu une définition de ce qu'on fait référence à SEAR. Donc, à Oxfam Canada, nous croyons que l'implantation du SEAR féministe comporte 4 volets. Premièrement,
nous devons nous baser sur une compréhension comme quoi le changement transformationnel des relations de pouvoir, c'est un enjeu complexe et non linéaire. Donc, d'adopter une approche féministe du SEAR, ça nous invite à réfléchir autrement à qu'est-ce qu'on considère être des preuves, par exemple. Ça pousse aussi les limites de ce qu'on considère être des pratiques de collecte de preuves et aussi on remet en question qui a l'autorité de décider de la véracité d'une preuve. Donc, nous voulons miser sur l'autonomie et l'indépendance de nos partenaires pendant que nous travaillons ensemble et nous nous concentrons sur l'établissement d'une relation de redevabilité mutuelle et de prise de décision commune. Et enfin, nous voulons supporter le savoir-faire de toute une génération d'une façon accessible et pratique pour ceux et celles qui les pratiquent. Donc, ceux-ci sont les principes fondateurs de notre approche. Comme je le disais, nous avions 7 notions clés à notre approche de SEAR. Donc, premièrement, le premier principe clé, c'est d'adopter notre lentille selon les recherches en éthique féministe. Donc, nous voulons remettre en lumière des perspectives différentes et uniques et recentrer la discrimination sexiste pour mieux comprendre les relations de pouvoir structurelles et systémiques auxquelles nous contribuons. Et ce processus implique de contextualiser, d'apprendre, de collaborer et de participer d'une manière inclusive et réactive. Et en tout, cela devrait permettre l'arrivée de changements féministes concrets. Donc, les pratiques de SEAR féministes, ça fait partie du processus à travers lequel le changement social peut arriver. Et ça implique d'enquêter sur comment l'origine ethnique, religieuse, l'identité de genre, etc., influe sur les conditions de vie des femmes et des filles. Donc, notre deuxième principe clé, c'est l'intégration d'une partie de transformation sociale. Donc, les pratiques de SEAR font partie de notre programme de transformation sociale. Donc, en recentrant sur l'autonomie des participantes, nous reconnaissons que les expériences personnelles et les perspectives personnelles peuvent être transformatrices. Donc, de participer dans des pratiques de SEAR féministes, ça peut en soi transformer les relations. Donc, en ce qui a lieu à notre pratique de suivi, d'évaluation, d'apprentissage et de responsabilité, nous considérons que ça fait partie du processus et non une méthode, une fin en soi. Troisièmement, notre troisième principe clé se concentre sur le fait que les pratiques du SEAR féministe doit mettre l'accent sur l'autonomie des participants et des participantes. Donc, nous devons absolument impliquer nos partenaires et nos participantes dans l'élaboration du processus en soi. Donc, ça implique de réfléchir à comment nous partageons et gérons les risques et la redevabilité collectivement et comment pouvons-nous inclure le développement des compétences auprès de nos partenaires afin qu'ils soient en mesure de prendre de l'avant dans les processus anticoloniaux et féministes, mais aussi pour nous assurer que les risques ne sont pas distribués de manière disproportionnelle à nos organismes partenaires, par exemple, et à nos alliés. Quatrièmement, nous considérons que le rôle de l'évaluatrice doit passer de l'expertise à un rôle d'animatrice et de soutien technique. Et cela permet aux partenaires de prendre de l'initiative dans leur pratique dans notre organisation. Et bien sûr, cela implique de permettre la présence d'une animatrice qui prend en compte les différences de genre auprès des participants et des participantes et qui reconnaît les dynamiques de pouvoir débalancées dans ces relations de base. Donc, cette approche tend dynamique de pouvoir et de reconnaître les spécificités de tous et toutes dans leur toute diversité en tant qu'agents autonomes de leur propre vie et de leur société. Et nous reconnaissons qu'elles et elles possèdent des compétences et des savoirs pertinents, mais ça ne veut dire que nous devons réévaluer notre propre position en tant qu'organisme international et quelle est notre pertinence dans la lutte pour l'abolition des relations de pouvoir dans nos relations de travail. Donc, notre cinquième principe clé
concerne la mise en valeur de la création de savoirs communs. Donc, nous pensons aussi sur l'élaboration de savoirs créatifs et non sur simplement l'expérience didactique ou et nous nous concentrons sur l'élaboration d'informations centrées sur le contexte et les aspects multiples d'identité qui interfèrent dans ces dynamiques, incluant les dynamiques de genre, de race, de classe et de bagages culturels. Donc, notre approche suggère une approche intersectionnelle de ces enjeux afin de mieux reconnaître les spécificités de ces dynamiques. Sixièmement, il y a une orientation d'apprentissage qui permet de mieux évaluer nos exercices, qui se fie sur des décisions prises en fonction de faits, et nous mettons l'accent sur un programme stratégique qui vise à étendre l'autonomie des participantes autour de nos programmes. Ensuite, nous croyons que les pratiques de SEAR doivent avoir lieu dans un environnement éthique et de confiance où nous comprenons bien le principe de non-nuisance. Donc, nous devons nous assurer de travailler avec nos partenaires afin qu'ils implantent cette approche dans leurs activités, afin qu'elles et elles puissent interagir en toute connaissance de cause avec nous afin qu'ils comprennent exactement en quoi ces données seront utilisées. Et donc, voilà, ce sont les 7 principes clés que nous jugeons nécessaires à la pratique du SEAR féministe. Et comme nous en discuterons davantage dans les sous-groupes de discussion, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une organisation doit absolument inclure les 7 éléments. Il y a certains éléments qui peuvent être plus importants selon les projets en cours, etc. Et je peux vous donner un exemple de cela. Merci, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Déborah. Les notes sur le SEAR féministe, comme Déborah en a mentionné, nous vous enverrons les notes à la fin de la séance. Je crois que les notes sont disponibles en français, en anglais et en espagnol, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien le cas. Donc, nous vous enverrons ce document à la fin de la séance. Et comme Déborah le disait, elle pourra vous dire quelques mots sur les meilleures façons d'implanter ces guides et ces cadres au sein des conversations de ce groupe. Et maintenant, je vais laisser le micro à Calais, qui va nous parler du programme d'apprentissage pour les filles, le projet GALS. Parfait. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on t'entend bien. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses ici aujourd'hui. Comme il a été nommé au début, je m'appelle Calais Caswell. Je suis conseillère technique sur l'implantation de mesures féministes à MIDA. MIDA, qui est un organisme à but non lucratif qui se concentre sur l'inclusivité féministe dans les systèmes de marché. Donc, aujourd'hui, je vais parler de notre système d'apprentissage basé sur le genre, spécifiquement notre programme en cours au Niger et comment elle aide les femmes et leurs familles à stratégiser autour des enjeux de genre, autant chez eux que dans la communauté. Ensuite, la série d'ateliers sur notre travail sont conçus pour améliorer l'inclusivité dans nos projets en nous concentrant sur les principaux domaines de changement tels qu'ils sont présentés dans le diagramme. Donc, ça veut dire favoriser l'autonomie et le respect des droits. Donc, notre outil de système d'apprentissage sexo-spécifique sont conçus pour analyser les éléments
intersectionnelle dans un cadre d'analyse de travail. Donc, le projet Nigeria Way est un exemple de projet sexo-spécifique qui se concentre sur les défis, les besoins et les occasions qui sont expérimentés par les femmes marginalisées dans le nord-ouest du Niger. Donc, l'image à la droite ici, il y a beaucoup de petits textes, mais j'espère que vous pourrez au moins en comprendre les grandes lignes. L'image à la droite résume en fait l'entièreté du projet. Donc, Way, Women and Youth, c'est un projet de 5 ans qui se déroule principalement au nord-ouest du Niger. Le projet soutient les femmes entrepreneurs dans quatre domaines différents et nous nous attaquons notamment à certains enjeux comme le mariage infantile. Il y a une grande influence traditionnelle sur les normes sociales qui implique des impacts graves sur l'accessibilité à la mobilisation, l'éducation et aux ressources chez les femmes et les filles. Il y a un haut risque de pauvreté et de précarité chez les femmes et les filles. Ils sont bien impliqués dans les activités économiques, mais à plus moindre échelle. Les hommes et les autorités traditionnelles sont des influenceurs fondateurs dans les normes genrées, comme les grands-mères dans les communautés. L'image au centre démontre les enjeux principaux qui sont identifiés par les parties prenantes du projet afin de mieux guider les partenaires du projet dans leur travail sur l'approche centrée sur le genre et le féminisme. Et l'image à la gauche démontre le projet de notre projet qui est impliquer les individus dans la discussion afin d'améliorer les relations dans la communauté pour mieux changer les normes sociales. Alors, qu'est-ce que le système d'apprentissage sexospécifique? GAZ a été élaboré grâce à l'implantation d'outils visuels et matériels afin de mieux analyser les systèmes de genre. Donc, le SAGA se concentre sur les enjeux de genre auprès de Oxfam et ensuite vers HEBOS, qui est un programme d'avancement social au Niger. Donc, elle propose une méthodologie qui permet aux femmes et aux filles d'avoir des outils et des ressources pour identifier des enjeux principaux et de définir des objectifs pour mieux affecter leur vie. Les formations SAGA se déroulent souvent chez les gens afin d'analyser les relations dans la maison pour réfléchir aux enjeux de genre et, nous l'espérons, d'activer des changements positifs. Nous pouvons adapter cette méthodologie dans plusieurs stratégies de développement participative, autant dans des enjeux de mise en puissance économique, de développement des chaînes d'approvisionnement, le système de santé, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la méthode SAGA peut être considérée comme une approche féministe en deux façons, parce que premièrement, cela promet l'égalité de genre dans les normes sociales et les relations de dynamique, des relations de pouvoir égalitaire au sein des communautés. Donc, en proposant cette méthodologie, nous pouvons participer de changer les normes sociales en tant qu'activité, mais aussi nous pouvons fournir des ressources pour continuer le travail ultérieurement. Cela permet aux participants ou aux participantes d'identifier et de déconstruire des obstacles dans leur environnement direct, par exemple, en identifiant des acteurs et des actrices du secteur public ou privé pour leur apporter du soutien. Et ensuite, cela nous permet de mesurer des données observables. Donc, c'est une méthodologie qui permet de mettre en puissance la puissance des femmes et des filles grâce à la participation active des individus marginalisés dans l'identification de leurs besoins à partir de leur propre perspective. De cette manière, nous posons les femmes et les filles comme étant responsables de leur propre développement économique plutôt que des figures passives. Donc, nous avons inclus des ressources visuelles et des processus d'implantation concrète dans les communautés
afin de définir et de suivre les données de changement social plutôt que d'impliquer des politiques formelles et des cadres d'analyse formels. C'est souvent des activités très locales où les participantes et les participants sont formés en tant que formatrices ou formateurs SAGA et idéalement des animatrices expertes afin qu'elles et elles puissent dans leur communauté à cette approche. Prochaine diapo. Donc, sur cette image, vous pouvez voir des images à la gauche. Vous voyez plusieurs éléments qui sont identifiés dans l'outil. Et à la droite, vous pouvez voir vous pouvez voir les phases d'approche. Il y a des outils centraux qui sont utilisés, notamment les donc, des outils de visualisation de plusieurs niveaux et les phases qui sont présentées pour implanter l'outil. La phase 1, qu'on appelle la phase de catalysme, qui se concentre sur la formation en série d'animateurs et animatrices, qui permettra, lors de ces séances d'animation, à renforcer les apprentissages de la première phase. Donc, ce processus-là se déroule sur 3 phases où les individus, les groupes et les organisations s'impliquent. Et enfin, en 3e phase, il y a une revue participative du progrès qui a été entamée autant au niveau individuel que collectif, qui s'est impliqué dans le projet jusqu'à maintenant, afin aussi d'agréger des données sur le changement concrètement atteint afin que nous puissions l'intégrer dans notre analyse subséquente. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, on voit un exemple d'outil de suivi d'un SAGA. Donc, les leaders de la communauté peuvent se rassembler afin de faire un recul et d'analyser les engagements et les progrès en mesure d'analyser l'atteinte des objectifs identifiés au début du projet. Il y a aussi un modèle de visualisation qui est inclus avec ce processus qui peut être utilisé par les partenaires locaux afin de suivre les indicateurs de changement dans les communautés locales et auprès de leurs partenaires. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour vous parler un petit peu de comment nous avons piloté le projet SAGA dans le FEJ, premièrement, en décembre 2019, nous avons formé nos formateurs et formatrices, donc la phase 1. Et à ce sujet, avec le projet au Niger, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de travail qui se tient sur beaucoup de notre travail en lien avec la durabilité de l'engagement de nos partenaires s'implique avec l'implication d'organismes partenaires. Donc, nous avons certains éléments de suivi qui nous indiquent la capacité à renforcer nos liens avec ces partenaires, notamment nos partenaires impliquent des associations de femmes, des initiatives pour le développement des femmes et pour la défense des droits des enfants. Ensuite, le projet met en place un comité d'évaluation qui dénomme des personnes ressources qui sont ensuite formées sur l'approche du SAGA. Le projet a pu évaluer autant l'implication de réseaux actifs que naissants afin d'identifier des leaders qui pourront soutenir l'entreprise en identifiant comment ils peuvent implanter la méthode SAGA dans leurs propres activités et inviter les autres dans leur communauté à réactiver leurs engagements envers les valeurs de féminisme et d'égalité de genre. Premièrement, nous tendons à augmenter l'accès des femmes aux ressources, augmenter leur pouvoir dans le processus décisionnel à la maison, augmenter les bénéfices de leur implication dans les projets sociaux, repartager la charge de travail à la maison et analyser des enjeux reliés au mariage infantile et aux dynamiques ménagères dans la maison. Et voilà. Pour vous parler un peu de nos processus, notre progrès, ici, on peut voir quelques-uns des participantes qui ont participé à la phase 1 et 2.
Donc ici, la femme a montré l'outil sur la famille heureuse à son mari après avoir suivi la formation. Et selon les nouvelles, ils ont maintenant une plus grande collaboration au niveau de leur processus décisionnel à la maison. Et ils espèrent pouvoir continuer de démontrer ce modèle de décision aux autres membres dans leur communauté. L'exercice de l'arbre de la famille heureuse permet de recentrer sur les dynamiques d'alliance pour contourner les mauvais stéréotypes reliés aux femmes afin de mieux soutenir le travail des femmes et de cesser de les vilifier dans leur exercice. Nous voyons aussi que GALS, le projet SAGA, nous a permis d'approcher des leaders religieux qui s'est positionné directement en nommant comment la religion agit comme un frein au développement de l'égalité des femmes. Et tout le monde était très heureuse de voir que sa femme était aussi d'accord avec son message. Il y a beaucoup de participants qui disent qu'après la formation, ça a vraiment ouvert leurs yeux par rapport à la violence faite aux femmes et aux filles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont pu, au sein de leur famille ou du foyer familial, adopter la méthode pour leur propre outil de visualisation intellectuelle. Et récemment, une délégation d'un programme d'adaptation au changement climatique du Niger a visité 10 de nos représentations et la délégation a trouvé cela plutôt choquant de voir comment les hommes parlaient fièrement en public de comment ils aidaient leurs femmes à la maison dans les tâches ménagères. Et c'était troublant pour eux parce que c'est pas très souvent qu'on voit ça dans la communauté locale. Ensuite, nous planifions des activités de suivi pour continuer dans la phase 2, mais aussi pour apprendre une approche plus critique sur le processus de SAGA, de collecte de données, afin que nous puissions faire un rapport adéquat à nos partenaires à Global Affairs Canada. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci de votre écoute. Merci, Calais. Calais nous a déjà partagé quelques ressources qui seront incluses dans l'envoi de documents après la séance. Maintenant, nous allons transitionner vers la prochaine partie de la présentation, mais je vous invite à écrire vos questions à Déborah et Calais, puisque nous aurons une séance de discussion avant d'aller en 6 groupes. Notre troisième panéliste, et non la moindre, est Andres, qui pourra nous parler de l'indice de mise en puissance des femmes et des filles. Donc, bonjour tout le monde et merci de votre présence aujourd'hui. Je suis heureux de vous partager notre index d'autonomisation des femmes et des filles, le IAFF. Je vais déjà commencer par vous dire que vous avez déjà compris au cours des dernières présentations qu'il y a 2 grandes catégories en termes de pratiques SEAR féministes. Donc, la première question, c'est comment nous implantons le SEAR en termes d'un processus qui est impliquant, enthousiasmant pour les femmes et les participantes afin qu'elles puissent se sentir comme en contrôle des données, etc. Nous avons beaucoup d'exemples de cela avec nos recherches actions sur les adolescentes, sur les conditions des femmes. Mais il y a un autre aspect qui est important de mentionner, qui est qu'est-ce que nous mesurons? Et ça, c'est une question très importante puisque nous devons considérer nos processus en termes d'approche féministe pour bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. Donc, je vais me concentrer sur cette deuxième question afin de vous présenter le IAFF. Prochaine diapo, Nico? Mais avant de commencer, pardon, la prochaine, oui. Encore, oui. Donc, avant de commencer, je veux vous expliquer qu'est-ce qu'on sous-entend par la transformation des relations entre les genres. Donc, tous nos projets tentent de se faire dans un contexte de transformation des relations de genre. Et ce qu'on veut dire, c'est que nous voulons élaborer des projets qui prennent vraiment en compte les causes radicales des inégalités des genres. Donc, nous ne voulons pas seulement travailler à changer les conditions de vie des femmes et des filles, mais nous voulons changer les dynamiques sociales. Et ça, c'est une distinction très cruciale. Donc, changer les conditions de vie, ça peut être, écoute, de leur donner
des bourses ou des prêts pour qu'ils aillent à l'école. Mais s'ils ne vont pas à l'école et qu'ils ont la chance d'y aller, ça change vraiment leurs conditions. Afin de créer plus d'autonomie, mais en fait, la distinction, c'est que nous voulons nourrir l'autonomie nécessaire pour ce que ces femmes et ces filles puissent avoir accès à l'ambition même d'aller à l'école. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on repositionne les causes d'inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire d'adresser les causes profondes des inégalités? Ça veut dire que si on veut faire les choses comme il faut, nous devons nous concentrer sur 5 aspects principaux. Le rôle et les responsabilités, l'accès des contrôles des ressources, détenteurs d'obligations, la participation et la prise de décision et les normes, les valeurs et les pratiques reliées au genre. Donc, nous voulons faire les choses comme il faut, donc ça veut dire que nous devons nous pencher sur ces 5 éléments partants, donc gardons ça en tête. Prochaine diapo, comment est-ce que cela s'applique dans le déploiement de nos projets? Donc, nous avons une théorie de normes sur le changement social et c'est un peu de ça dont ça a l'air. Donc, ici, en tant qu'organisme de défense des droits humains, nous devons nous concentrer sur la réalisation et l'atteinte des droits humains, peu importe dans quel secteur, que ce soit économique, éducatif, la santé, etc. Et nous avons différentes branches à cette intention, mais ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, c'est sur les résultats intermédiaires. Donc, c'est un des grands piliers dans notre projet. Et nous parlons toujours d'augmenter l'autonomie des filles et des femmes dans l'exercice de leurs activités quotidiennes, que ce soit au niveau de leur santé ou d'autres facteurs. Et voilà ce qui arrive. Nous allons travailler vers un programme pour la lutte pour l'égalité des genres. Et maintenant, nous avons cette notion de base d'autonomie. Ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer effectivement l'autonomie des femmes et des filles avec lesquelles nous travaillons. Prochaine diapo. Alors voilà, il suffit de reconnaître que le programme de changement des relations de genre a multiples facettes et composantes et qui sont interreliées les unes aux autres. Et il s'agit d'adresser les causes de base de l'inégalité des genres et de les confronter directement. Ce sont des enjeux très difficiles à aborder. Et il y a cette reconnaissance que nous devons passer au-delà des indicateurs immédiats. L'exemple classique serait de se dire que la meilleure façon, c'est d'améliorer leurs revenus. Mais non, ça, c'était la solution qu'on avait dans les années 80 et 90. Maintenant, on le sait que ce n'est pas parce qu'une femme gagne plus d'argent qu'elle est plus en contrôle de sa vie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dépasser des vieilles conceptions pour réfléchir à un cadre d'analyse qui puisse prendre en compte toutes les réalités auxquelles nous faisons face. Donc, nous nous sommes rassemblés pour réfléchir à un index de mesure du renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Donc, cet index sert deux raisons. Donc, premièrement, c'est un index qui mesure ces 5 domaines principaux, mais la façon dont il est organisé, et vous le verrez bientôt, c'est qu'il y a l'index en haut. Pensez-y comme à n'importe quel index que vous connaissez. Par exemple, l'index de développement de la condition humaine. C'est comme ça que ça marche. Il y a plusieurs facteurs variables. Donc, nous devons, par un mécanisme d'analyse, les intégrer dans une seule statistique résultante. Donc, à la fin de tout ça, nous pouvons en venir à une compréhension plus claire de la situation des femmes et des filles dans une région économique spécifique. Et nous pouvons démontrer des résultats grâce à cette méthode que je vais vous montrer dans un instant. Mais ça sert aussi à un objectif de nous servir de cadre parce qu'il est construit comme un index avec des catégories, des sous-catégories et des facteurs variables à mesurer. Chacune de ces sous-catégories, comme vous le verrez bien dans un instant, a un indicateur associé qui participe à l'index général, mais on peut les construire dans sa PMO pour choisir les différents indicateurs qui s'adaptent à notre contexte. Donc, ça sert aussi comme un menu, un cadre de référence. Je vais vous montrer un exemple dans un maintenant.
Mais un des plus grands défis de cet outil, c'est que puisqu'on voulait en venir à un outil accessible à tous et toutes, c'est de créer quelque chose assez générique pour qu'il puisse s'adapter à n'importe quel type de projet ou de situation, que ce soit dans un projet de développement économique ou de développement des services de la santé publique, etc. Donc, c'est vraiment ça que nous avons tenté de faire. Donc, voilà, je vais vous montrer mon exemple. Prochaine diapo, Nico, s'il vous plaît. Parfait. Donc, ici, l'index d'autonomisation des femmes et des filles. Je sais que vous ne pouvez pas lire la partie du bas, on va y revenir tantôt, mais voici l'index. Et ce que vous voyez à la fin, vous verrez différentes catégories et sous-catégories et facteurs variables qui sont impliqués dans le calcul de cet index. Et à la fin, ce que nous voulons, c'est une seule donnée. Par exemple, pensez à l'indicateur de développement des conditions humaines qui se situe entre 1 et 100. Donc, nous mesurons toutes ces catégories et ensuite, nous les agrégeons afin d'en venir avec un processus scientifique à un score qui se situe entre 1 et 100. Donc, c'est là où est-ce que nous allons intégrer les PMO afin de voir quel est notre rendement moyen au niveau de la défense des droits des femmes. Donc, la première fois, c'était à 55 et peut-être qu'à la fin, on se rendra à 70. Des fois, ça peut descendre aussi, mais on espère que non. Donc, c'est ça l'indicateur principal qu'on veut utiliser pour mesurer notre avancée sur ces sujets. Bien sûr, peut-être ne comprendriez-vous pas tous les détails. Donc, prochaine diapo, Nico. Donc, voici les facteurs variables. Une des catégories que nous mesurons, celle que vous verrez en haut, donc les attitudes et responsabilités des rôles et des responsabilités liées au genre. Donc, il y a un sous-indicateur que nous pouvons utiliser dans notre, calcul final. Par exemple, de voir si les femmes et les filles passent un temps équitable par rapport aux responsabilités et aux tâches de la maison. Donc, grâce à ça, nous avons un système qui peut agréger tous ces facteurs afin de déterminer une situation pour voir si elle est équitable ou non. Donc, nous mesurons l'équité, la pauvreté. Par exemple, le temps moyen que les femmes et les filles passent à faire du travail non rémunéré. Et il y a plein d'autres onglets variables que nous pouvons analyser. Il y a une autre sous-catégorie qui est reliée à la perception des rôles et des responsabilités des hommes et des garçons. Et il y a un indicateur associé à celui-là qui est relié à tous les indicateurs que nous mesurons. Et vous voyez, c'est très générique, mais comme vous voyez, lorsqu'on change quelques facteurs ici et là pour s'adapter au contexte particulier. Et maintenant, je vais passer à la prochaine diapo. Je ne veux pas faire le tour de chaque diapo, mais je veux au moins vous donner un portrait global. L'autre catégorie, c'est l'accès et le contrôle. Et ensuite, il y a encore des sous-catégories. Donc, il y a ces sous-catégories qui nous servent à agréger beaucoup plus d'informations. Donc, on peut travailler sur l'index en tout, avec 70 catégories, mais on peut aussi les séparer en domaines et sous-catégories afin d'avoir une idée plus claire de l'avancement du projet selon ces différents indicateurs. Donc, les rôles et les responsabilités, c'est un gros enjeu, mais l'accès et le contrôle, c'est moins connu. Alors, peut-être que c'est là-dessus qu'on devrait travailler davantage. Prochaine diapo, Nico. Je crois que la troisième catégorie, c'est la participation dans le processus décisionnel. Et ensuite, il y a des facteurs variables qui prennent en compte la vie dans la communauté, à la maison, etc. Donc, avec tous ces indicateurs. Prochaine diapo. On se penche sur les normes sociales. Alors, l'étendue dans laquelle les femmes sont conçues comme étant égales aux hommes dans la société, encore, c'est une construction et nous sommes très susceptibles, lorsque nous en arrivons à nos sous-groupes de conversation, que nous parlions de combien c'est difficile de mesurer les normes sociales. C'est un cadre qui est génial, mais lorsque nous devons l'appliquer concrètement dans la vie, ça devient un peu plus difficile. Donc, les normes sociales, c'est notre quatrième, et la cinquième, ce serait les détenteurs d'obligations et les institutions.
donc qui sert à mesurer le niveau de réactivité aux enjeux de genre auprès des principaux détenteurs d'obligations, donc par exemple dans les gouvernements municipaux ou le ministère de la Santé, etc., etc. Et nous mesurons alors directement, donc à partir de l'institution ou directement à travers de la perspective et l'expérience vécue des gens. Donc, comment est-ce qu'on utilise ce cadre d'analyse? Ou, pardon, avant de passer au prochain sujet, je voulais juste vous dire, Nico, oui, voici, il y a un exemple. Je vous ai expliqué comment l'index marche très brièvement, mais je voulais aussi voir comment il travaille en cadre d'analyse. Donc, voici le cadre fonctionnel du cadre de l'IAFF pour le projet d'Éthiopie, par exemple. Et comme nous pouvons le voir dans la case verte, c'est des indicateurs que nous avons ramenés de notre cadre d'analyse. Donc, il y a bien sûr l'index. Et si je peux juste prendre un moment pour vous expliquer ça, parce que c'est très important. Donc, oui, il y a des indicateurs sectoriels, mais ce projet se penche sur... pardon, inaudible à l'interprète. Donc, par exemple, nous voulons mesurer les taux de fertilité infantile chez les femmes. Mais nous voulons changer non seulement la perception, mais non seulement la condition de vie, mais bien la perception. Donc, en renforçant l'autonomie des femmes, nous pouvons amener le changement réel, mais sous tout ça, nous voyons qu'il y a des indicateurs que nous apportons avec notre cadre d'analyse que nous n'avons pas encore mentionné. Et encore, la question demeure comment l'utiliser, cet index. Donc, il y a ce gros résultat général que nous utilisons pour démontrer les indicateurs de changement au cours des processus. Donc, c'est une façon assez simple de démontrer l'arrivée du changement social de quelque chose qui est très, très complexe. Donc, de plus en plus, nous tentons de démontrer l'impact en ajoutant des contrefaits à notre analyse. Donc, non seulement nous voulons mesurer l'équipe d'intervention, mais aussi l'impact concret dans les communautés après notre passage, par exemple. Donc, pour Plan, nous n'en sommes pas encore là, mais ce que nous voulons faire avec cet outil, c'est d'arriver à démontrer une perspective un peu plus large de la situation générale. Donc, une approche standardisée nous permet d'agréger toutes ces données pour en venir avec un indicateur clair. Et nous souhaitons aussi comprendre qu'est-ce qui cause les dynamiques de genre et de pouvoir entre les sous-catégories afin que nous puissions avoir une analyse statistique et une compréhension plus claire de qu'est-ce qui cause dans chacun de ces catégories et sous-catégories des avancées. Par exemple, qu'est-ce qui des meilleures indications de conditions de santé. Donc, afin d'avoir une idée de voir comment nous atteignons nos objectifs au cours de nos programmes. Donc, merci beaucoup. Merci Andrés, merci à tous les trois. Donc, nos présentateurs et présentatrices ont été très respectueux du temps. Donc, nous avons bon 10 minutes pour une période de questions. Donc, tout en sachant qu'il y aura la possibilité d'avoir une conversation avec chacun des... dans les breakout rooms, donc dans les groupes de discussion, vous aurez la possibilité de poser plus de questions, puis il y aura donc une conversation facilitée où vous pourrez partager vos propres outils que vous utilisez ou des questions que vous avez. Et on veut quand même avoir en plénière une période de questions. Donc, vous pouvez, il y a deux façons de poser les questions. Soit vous l'écrivez dans le chat, ou vous pouvez vous enlever votre sourdine et poser votre question. Donc, en attendant que vous posiez, que vous prépariez vos questions, moi, j'en ai une. J'imagine que plusieurs d'entre vous se questionnent à savoir comment est-ce que ces outils et ces approches
peuvent s'adapter aux réalités d'une petite et moyenne organisation. Parce qu'il reste que Oxfam, Plan Canada, MEDA sont de large, considérés comme des organisations plus larges. Donc, comment on adapte ces différents outils? Et la question particulière que je voudrais poser à Calais et à Andrés est au niveau de la capacité ou des ressources que vous aviez besoin à l'interne pour réussir à mettre en œuvre ces outils-là. Donc, combien de personnes, par exemple, doivent travailler pour mettre ces outils-là en place ou pour utiliser ces outils? Donc, ça peut commencer peut-être par Calais. Sorry, Andriane, I don't think my interpretation... Pardon, Andriane, je ne suis pas certaine que mon interprétation fonctionne très bien. Yes, no worry. So je peux traduire pour toi. Je disais que peut-être pourrions-nous nous demander comment adapter ces ressources et ces outils à la réalité d'une plus petite organisation. Donc, quelles sont les ressources que MEDA a besoin à l'interne pour pouvoir appliquer l'implantation de ces mesures? Oui, on peut clairement en parler plus en détail dans les sous-groupes de conversation, mais dépendant de la grandeur de notre organisme, je crois que la méthode SAGA s'implique bien dans un contexte de plus petite organisation. Et je crois que puisque les plus petites organisations se basent sur le terrain et sur la formation de leurs partenaires, plutôt que de... Au niveau des ressources dont on a besoin à CEDA, nous avons des consultants et des expertes, autant dans la phase 1 et la phase 2, juste pour bien entamer le processus. Donc, si on a les ressources disponibles, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut prendre l'initiative directement dans l'équipe. Mais comme Andrea l'a dit plus tôt, il y a aussi un manuel très, très complet de Oxfam et qui est très intuitif. Donc, si on a quelqu'un en formation dans son équipe qui peut se spécialiser dans l'utilisation de cet outil, c'est possible très facilement de commencer une période de projet pilote de cette façon. Et nous avons aussi redoublé d'efforts dans nos recherches de manière à mesurer l'implication de nos partenaires internationaux, non seulement dans la formation de l'outil, mais aussi dans le suivi des indicateurs de progrès. Donc, les communautés peuvent suivre leur propre progrès, ce qui est aussi très bénéfique et ça vous enlève la responsabilité d'évaluer des nouvelles ressources, mais d'avoir des partenaires locaux qui peuvent garder un œil sur les processus en cours, c'est très utile pour pouvoir intégrer cette information à nos pratiques organisationnelles. Donc, dépendamment des ressources qui sont accessibles à vous, le cadre d'analyse est plutôt flexible. Merci, Calais. Je ne suis pas si Andrés et Déborah, vous vouliez réagir à cette question avant de passer à la prochaine question? Oui, vraiment rapidement, je ne vais pas vous mentir, vous avez vu le cadre et vous pouvez voir que c'est basé sur immensément de recherches. Que ce soit dans les cas d'analyse, l'échéancier, les ressources d'analyse, etc., sont quand même exigeantes. Mais le point important à retenir, c'est qu'il faut le garder comme un cadre d'analyse. Et le message central, c'est que si on a une plus petite organisation, on peut réfléchir à un cadre qui soit adapté à votre activité et à votre contexte. Pensez aux catégories et aux domaines de vos actions et réfléchissez comme un menu. Vous pouvez choisir les options qui s'adaptent bien à vos besoins afin de renforcer vos outils et de réfléchir aux facteurs variables. Et c'est possible de le faire sans trop de recherche. Donc, c'est transférable facilement. Déborah, vouliez-vous réagir? Oui, je vais simplement rajouter que pour ce qui est de notre part, nous voyons ces outils comme des principes de base à notre approche CAR féministe, mais ce n'est pas un outil en soi. Nous adoptons un ensemble de types d'outils qui nous aident à élaborer notre approche et à peaufiner nos pratiques. Juste pour finir, de réfléchir à ces outils dans une perspective d'implantation de pratiques SEAR féministes afin de mettre en puissance, de donner plus de contrôle et de pouvoir aux femmes et aux filles
ça aussi, ça doit se faire d'une façon très précise. On se fait pousser par nos bailleurs de fonds, nos partenaires organisations, etc., mais sans toujours reconnaître que nous devons implanter de nombreuses mesures et de faire ce travail participatif avec les femmes et les filles, ça prend du temps. Il doit y avoir des consultations et travailler directement avec elles pour développer des outils adaptés à leurs besoins. Et c'est aussi relié à leur accès aux ressources. Par exemple, on ne peut pas faire de recherche participative avec des adolescentes au Pérou sans 7 mois de formation préalable sur la méthodologie, la recherche, la correction de nos pratiques, etc. Donc, il y a beaucoup d'exigences qui rentrent en ligne de compte si on veut faire ces choses-là de la bonne façon. Merci, Andras. Nous avons quelques autres questions ici. Donc, Sadad, merci pour la belle présentation. Comment est-ce que votre approche est applicable dans un contexte humanitaire international, comme par exemple dans des programmes de développement? Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? I can respond. Oh, sorry. Oui, moi, je pourrais répondre. Non, vas-y, Andrés. Je crois que les éléments de base sur nos pratiques de SEAR féministes peuvent s'adapter à un contexte d'aide humanitaire aussi, puisqu'elle prend vraiment en compte des questions centrales reliées au rôle de l'évaluateur, par exemple, participantes et les organisations partenaires peuvent s'impliquer dans le suivi et l'évaluation et vraiment prendre de l'autonomie sur leur processus dans ces activités. Donc, je crois que c'est vraiment possible d'entreprendre une perspective SEAR féministe dans un contexte de travail humanitaire. Oui, j'aimerais aussi réagir. Je crois que ça dépend sur le contexte humanitaire en question, bien sûr, mais je crois que puisque la méthode SAGA n'est pas un outil de suivi, mais principalement un outil de dialogue, donc dépendamment du niveau d'implication de votre organisation dans ce type d'enjeu, reliés aux enjeux de genre et de féminisme. Il faut aussi prendre en compte des enjeux ou des contextes où les populations locales ont peut-être vécu des conflits armés, etc. Donc, à ce moment-là, il est possible d'adapter la méthode SAGA afin d'utiliser plus d'outils de participation, d'élaboration participative, afin d'intégrer ces échanges dans le dialogue. Donc, je crois que c'est possible de l'outil est plutôt flexible, alors c'est possible de l'adapter à notre contexte. Non, oui, je vais m'empêcher de parler pour pouvoir avoir le temps d'avoir plus de questions. Comment mesurons-nous les perceptions et les attitudes avec l'index d'autonomisation des femmes et des filles? J'adore cette question parce que c'est tellement difficile. Si vous me demandez en termes de logistique, c'est plus comme un ensemble de phrases et des questions à options. Est-ce qu'on peut dire à quel niveau on est d'accord ou non avec l'énoncé? Il y a beaucoup de rectitude politique. Les gens savent à quoi on s'attend comme réponse. Par exemple, si on demande au sein d'une famille qui prend la décision, tout le monde va dire les deux, la femme et l'homme. Donc, il s'agit un peu de bien phraser les questions et nous avons une liste de questions phares que nous savons être efficaces dans toutes les circonstances, mais donc, il faut avoir des énoncés très bien formulés qui puissent vraiment révéler les vraies perceptions et les vraies attitudes. Donc, un exemple rapide, une très bonne question que nous avons concerne l'habillement des filles. Par exemple, ça demande, est-ce que les filles sont responsables d'agressions sexuelles ou d'être agressées si elles sont mal habillées? Et cette question peut vraiment révéler les convictions personnelles des participantes, alors que d'autres questions le font moins. Si on demande est-ce que les filles devraient avoir accès à la même éducation que les hommes, c'est bien sûr une mauvaise question parce que tout le monde va dire oui. Donc, c'est vraiment une question de formulation.
Merci, Andres. Est-ce que votre interprétation fonctionne bien quand vous parlez en français? Parce que je voulais poser la prochaine question en français et c'est pour vous. Essayez-le. Leblanc qui nous dit à Socodévi, nous avons aussi un index lié à notre résultat ultime qui se penche sur le renforcement du pouvoir des femmes, inspiré du Women Empowerment in Agriculture Index. C'est un index assez costaud et qui demande beaucoup de temps et de ressources. Votre index est vraiment intéressant, complet, et je me demande quel est le temps et les ressources nécessaires pour collecter, colliger et analyser toute cette info, particulièrement au moment de faire votre ligne de base d'un projet. Did you get that? Yes, kind of. Avez-vous compris? Oui, bien sûr. La dernière partie, j'ai pas trop compris. J'ai tout compris sauf Oui, la question c'est combien de temps et de ressources sont nécessaires pour collecter et analyser les données, spécialement avec le cadre d'analyse de base. Oui, c'est un grand défi dont on pourrait parler très longtemps. Ça prend énormément de temps. Et au final, c'est correct parce qu'il y a plusieurs défis. Il y a la longueur du questionnaire, mais aussi en termes de temps d'analyse, ça prend effectivement beaucoup de temps pour collecter les données, pour former les facilitateurs, etc., mais aussi pour analyser les résultats. Donc, ce sont des compétences qu'on doit apprendre. Mais le défi ici, c'est que nous avons de la pression de la part de nos bailleurs de fonds, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes ici, en termes de... en fait, on a de la pression pour arriver avec des résultats finaux et ce n'est pas toujours possible dans notre cadre d'analyse éthique. Dernière question avant qu'on se tourne vers les groupes de discussion. Donc, une question de Marie-Lou Villeneuve. Elle nous dit, si j'ai bien compris, dans le cas d'Oxfam, il s'agit d'un outil d'évaluation pour s'assurer de l'utilisation de l'approche féministe à chaque étape du projet. De même que pour Plan international. Alors que pour MEDA, il s'agit de projets spécifiques ayant pour but d'outiller les femmes et leurs familles afin de leur permettre d'acquérir un plus grand pouvoir au sein de leur famille et communauté. So who would like to Donc, qui aimerait répondre? Donc, elle demande des clarifications autour de l'outil d'Oxfam, si c'est un guide pour assurer qu'on utilise une approche féministe à chaque étape du processus d'un projet. Déborah, est-ce que vous aimeriez clarifier? Oui, spécifiquement, c'est une question d'évaluation et de suivi plutôt que de planification et d'implantation de projets et de politiques, mais bien sûr de construire une évaluation de suivi dès le début d'un projet, ça doit se passer avec l'aide d'un consultant externe. Donc, je ne suis pas certaine si ça répond bien à la question. Okay, she said yes, thanks. Oui, merci. Now invite you Bienvenue. to the next portion. Donc, nous allons passer à la prochaine section de ce webinaire qui sera une partie plus participative. Nous nous invitons dans le formulaire d'enregistrement d'identifier quelle approche vous aimeriez développer davantage. Donc, selon vos réponses, nous avons créé des sous-groupes de discussion afin que chaque groupe de conversation inclut une animatrice et une liste de questions où vous aurez aussi l'occasion de poser plus de questions ou de passer des commentaires sur vos expériences personnelles. Je veux aussi mentionner qu'il y aura une seule salle avec le service d'interprétation en français. Donc, si vous avez besoin d'interprétation vers le français, vous devez rester dans la salle principale avec Calais et l'outil Saga, mais sinon, les deux autres salles seront en anglais. Donc, pour décider de quel groupe nous aurons besoin d'interprétation, nous avons choisi selon les réponses des formulaires.
utilisera de l'interprétation. Donc, pour les francophones qui souhaiteraient participer à une discussion en utilisant l'interprétation, et nous assurons que l'outil d'interprétation fonctionne pour qu'elle puisse entendre vos commentaires et vos questions. Donc, vous pouvez rester dans la pièce principale. Autrement, donc, vous pouvez joindre une des deux autres séances, mais celles-ci seront en anglais sans interprétation. Donc, Nico, je t'inviterai à lancer les invitations pour joindre une pièce de discussion, un groupe de discussion. I think that we have now the participants of the breakout. Je crois que nous avons maintenant toutes les participantes et les participants dans les salles de sous-groupe. So I welcome you to this breakout room. Just a moment. I have to check on that we are actually everyone who is supposed to be here. Okay, so now it's the time. Welcome everyone. Welcome to this breakout room featuring our guest speaker, Calais Caswell. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien dans les groupes de discussion avec notre conférencière invitée, Calais Caswell. I will be speaking in French, so if you need interpretation, you can select the language on the button that is in the bottom of your screen. In Zoom, it says interpretation, and then you can choose your preferred language. So now I will switch to French, and I will ask people to make a thumbs up sign if they hear the interpretation properly. Particularly Calais, because I do want our guest speaker to understand what I say. Donc, je m'appelle Sébastien Vielmas. Je suis le coordinateur des programmes d'éducation pour la citoyenneté mondiale d'Activer les changements. Plus précisément, je travaille dans le secteur de l'engagement jeunesse pour les objectifs du développement durable et l'égalité des genres et dans le support au personnel enseignant qui fait de l'éducation pour la citoyenneté mondiale aux salles de classe primaire et secondaire. Donc, avant de donner la parole à Calais, nous devons sélectionner un volontaire qui rapportera nos discussions à la salle principale. Donc, je voudrais savoir s'il y a une personne qui se porte volontaire pour rapporter, pour prendre certaines notes générales de la discussion et les rapporter dans la salle principale ensuite. De préférence, un vrai volontaire, puis pas un volontaire forcé. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un peut s'offrir à prendre des notes et rapporter après au groupe. Oui, quelqu'un? Vous pouvez écrire sur les boîtes de clavardage. Rebecca. Parfait. Rebecca donc, va faire le rapportage de notre séance aujourd'hui. Avant de redonner la parole à Calais, rappel à propos de l'interprétation. Before I give the floor to Calais for our activity today on the breakout group, I want to
remind everyone that if you don't understand, because this is a bilingual group, you can choose the interpretation feature in the bottom bar of Zoom, and then you can choose the language of your preference, and then you will count on the simultaneous translation. Donc, en ayant Rebecca comme notre rapporteuse, je peux maintenant donner la parole à Calais, notre oratrice invitée et aussi facilitatrice de cette groupe de discussion. Calais, go ahead. Thanks so much, Sebastian. Hello, everybody. Thanks for joining today. I know my name sometimes throws people off. I'm Anglo and have a very French name, so really happy to have you here, Sebastian. Thank you for helping out. So maybe to get started, we thought it would be nice to go with what they call a Mad Hatter activity. So I'm going to put a question in the chat box. It's going to be in English though, so for those who are French speaking, if Sebastian, if you could please speak to it in French, that would be great. And I'd love to hear any responses you might have. Feel free to type them into the chat. And I may pick on a few of you to just speak to your answer, just to get a sense of who's in the room. Donc, la question a été aussi partagée en français sur la boîte de clavardage. Avez-vous déjà utilisé un outil approche sexe-spécifique ou féministe dans votre programmation? Si oui, de quoi s'agissait-il? Ooh, lots of no's, so this is a good learning session. And it can also be a gender, any sort of gender-related tool. It doesn't have to be a feminist tool. I know that may be a newer concept, given we're all at today's session. So, okay, I'm seeing a couple answers. So Elizabeth, and I believe I saw another. No, it was Elizabeth. Did you want to speak to the index that that you commented on in the chat here? I'd love to hear about it. Oui, bonjour. Ben, comme l'indiquait ma collègue Caroline, je travaille à Secours des Vies et on utilise dans nos projets un index d'autonomisation des femmes. Donc, au début de chaque projet, on passe un questionnaire, comme elle le mentionnait, qui est assez long. Personnellement, je ne l'ai pas encore appliqué directement, mais je travaille avec les résultats de ces questionnaires-là pour pouvoir évaluer l'avancée ou les transformations ou les changements qui s'effectuent au niveau de l'autonomisation des femmes dans nos projets de développement, principalement en agriculture. Et on utilise aussi des analyses sexo-spécifiques de chaînes de valeur où on essaie d'établir la participation ou les brèches entre les hommes et les femmes au niveau de la participation dans les différentes étapes de production, transformation, commercialisation de certains produits. Est-ce que je réponds à la question? Yeah, that's an excellent example. Oui, bien sûr, c'est un excellent exemple. Merci, Elisabeth. J'ai une question de suivi, si ça vous va. Je me demandais si cet index, est-ce qu'il utilise un mélange de données qualitatives et quantitatives? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de cet outil parce que je sais que Secours de Vie agit aussi au Sénégal et je crois que j'ai déjà entendu parler de vos outils, donc j'aimerais en savoir un peu plus. J'inviterais peut-être ma collègue Caroline, qui je crois qu'elle est encore dans ce groupe-là, puisqu'elle le travaille beaucoup mieux que moi, puisque moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Donc, la question, c'était si on utilisait à la fois des données quantitatives et qualitatives, c'est ça? Oui. Yeah, the types of tools. Oui, les types d'outils que vous utilisez typiquement, est-ce que l'index, c'est principalement quantitatif ou c'est aussi qualitatif? Je ne sais pas si tout le monde a relu ma question tout à l'heure que je disais, c'est un index qu'on a développé à Secours des Vies, mais qui s'est inspiré largement d'un index qui s'appelle Women's Empowerment in Agriculture Index.
donc qui est un indice, donc un index qui est à la base fait principalement pour le milieu agricole, donc où on se penche sur le niveau d'autonomisation des femmes dans 5 domaines. Donc, on se penche entre autres sur l'accès des femmes à une multitude de ressources, leur niveau d'implication au niveau des décisions, entre autres, dans ce qui touche les décisions au ménage à différents niveaux, mais entre autres des décisions liées à la production, aux activités économiques ou productives du ménage, leur contrôle sur l'usage des revenus, le leadership et la gestion, la répartition de leur temps. Donc, c'est comme les 5 principaux domaines du WE que nous, on a repris, qu'on a quand même modulé, entre autres la méthodologie. C'était pour ça ma question tout à l'heure, Andrés, puisque c'est quand même beaucoup d'informations à collecter, particulièrement en début de projet. Et oui, il y a du qualitatif et du quantitatif pour les 5 domaines. Excellent. Thank you, Caroline. Excellent. Merci, Caroline. Je suis familière avec l'index dont vous parlez avec l'analyse des données en milieu agricole. Donc, c'est super intéressant de voir comment vous continuez de travailler avec cet outil. Merci, Elisabeth et Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed, je vais vous identifier comme prochaine cible. Vous dites que c'est nouveau, tout ça pour vous, et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à se joindre à vous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur ce type d'outil de votre organisme. And greeting to all of you. So I mentioned that we did not use that before. All these topics was very, very interesting for me. So I learned a lot. And I will keep to learn more. And I will use that one in our context. You know, currently we are in humanitarian, especially in the emergency context. So I think it will be like not easy for us to use this in an emergency situation. So in development project we can use that one, but in emergency, so it will be like difficult because it takes like more time to how all the principles and even all the index. So this is new for me. Thanks. Excellent. Thank you, Mohammed. So I'm sure that resonated the question about using in a humanitarian context as well. So ou à la question de comment hear that you're interested. Thank you. Thank you for sharing. So maybe we'll push on. So before we get into the discussion portion of the conversation today, I wanted to just open the floor by asking if there were any further questions from the group in terms of questions you had about GALS as a tool on the implementation. There was the great question about resourcing that came up in the plenary. I'm open to any and all questions. Please feel free to either type them or unmute and speak them out. Oh, Libertad, I see you have a question. Yeah, actually I have one, but it's for the group. So I work for ECTAS as a gender advisor, and right now we're reflecting with our gender learning committee on how to evaluate if like a project is gender sensitive, gender specific, gender responsive. Like in theory it's clear, but it's not so clear. So like I know like for like other organizations they don't like only work around gender equality. So depending on the project, it's going to be like high level around like gender, more like gender specific or responsive, or it's going to be like gender sensitive. Well, it could be also like gender neutral, gender blind, but at least I think we will have to have gender sensitive approach. But I don't know how you or like other colleagues are trying to navigate like these differences and how to measure and evaluate, not only like as a gender like experts, but also with your teams, because what it looked like for example, we work around human rights. So how I can measure the level of the integration of gender in the different projects that we have. Of course, if we have a project where like the ultimate outcome is like gender equality,
it's like high level. So it could be like between like gender responsive, but if it's not, it's like human rights in general. Like, how can I measure? And yeah, so like, is there like a question, comment for you, Kelly, and also for the rest of the colleagues? Sure, thanks, Libertad. Just really quickly on, I think Sebastian already commented to Ella, but I actually had to toggle in and out of the English translation and not English, so because one overlaps the other. So that may help if you want to not hear the interpreter and hear the English when it comes up. So I can speak really briefly, Libertad, to Mita's experience, and then I'm also curious to hear from others. So Mita's experience is part of that framework on that one, I think it was the second slide I showed right at the beginning, which assesses change across different domains. Part of our development of that theory of change for Mita's gender programming or GESI programming was to also develop a spectrum so that we could understand, to your point, what is just a gender blind or gender neutral project, a gender sensitive, gender responsive, gender transformative, and then ultimately sustainable project. So that kind of came about at the same time as we developed the framework. We're still in internal conversations in terms of how this spectrum will become sort of mainstreamed within manuals and some of our programming practices across the organization. However, as a GESI advisor on various projects, it's definitely kind of the guide that I use to ensure that we are implementing projects that touch on all of those various core domains to ensure that we can achieve change towards the end of the transformative part of the spectrum. Another really useful part of that exercise was indexing that spectrum to Global Affairs Canada's rating scale as well. There are others as well, of course, and Global Affairs really goes along with the the DAC, the way that they look at gender targeted versus non. So it goes into a little bit more depth than that, but yeah, it's useful to target kind of create a spectrum and then be able to think about how donor priorities would fall if they have a similar scale, depending on who your majority donor is. Yeah, so that was our experience. Curious to hear from others as well. And do you have a minimum standard, Kelly? Like a gender sensitive to like the minimum, or like in your spectrum? Like, do you have like a minimum for all projects at least? Like, yeah, exactly. So our minimum standards would be codified within. We have a GESI manual, which talks about, what would be your base minimums in terms of resourcing, in terms of personnel, those types of things. And then, yeah, if you were to... Ensuite, si vous voulez poursuivre, par exemple, une stratégie de type saga, ça mettrait votre stratégie plus au bout de l'analyse de spectre. Donc, si on veut créer une analyse en spectre de son organisme, c'est utile aussi d'identifier quels outils et quelles normes de base peuvent s'appliquer à votre contexte. Donc, selon moi, notre outil peut s'appliquer à cela. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous voulez nous partager votre expérience à ce sujet pour réfléchir à qu'est-ce qui est sensible aux enjeux de genre ou non? Je voulais juste dire, si vous voulez et si vous le pouvez, vous pouvez utiliser vos caméras afin de voir vos visages quand on parle, parce qu'on n'enregistre pas cette portion de l'atelier et c'est toujours plus agréable quand on peut voir à qui on s'adresse. Oui, plus de visages, s'il vous plaît. Donc, peut-être pourrons-nous passer à d'autres questions dans la boîte de clavardage. J'en vois une de Joy. Comment pouvez-vous... Donc, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que la méthode SAGA continue d'être implantée et appliquée après votre participation au projet? Je dirais qu'en ce moment, au niveau de notre implication au Niger, c'est
nouvelle initiative. Donc, nous avons des échanges par rapport à comment nos partenaires peuvent continuer notre travail après que nous soyons partis. Mais comme je l'ai mentionné dans la présentation, nous avons une stratégie de durabilité de nos pratiques. Les leaders locaux sont invités afin qu'ils et elles puissent ensuite participer au type de pouvoir catalytique de la méthode SAGA, mais aussi afin que nous nous assurions que les participants et les participantes soient vraiment impliqués au-delà de toute la vie du projet. Donc, ces deux éléments clés peuvent nous aider à soutenir un projet sur le long terme au-delà de la vie du projet de MEDA lui-même. Mais je crois que Oxfam aussi des stratégies de durabilité dans ses pratiques et ses politiques, et je crois que cela est expliqué plus en détail dans les documents qui seront partagés à la fin de la séance. Je vous encourage à en prendre connaissance. C'est une super question. Merci. Merci, Joy. Et merci, Sébastien, pour votre commentaire sur les enjeux d'interprétation. Oui, je te vois. Elisabeth aimerait poser une question. Elisabeth, est-ce... Oui, merci. Je n'arrive pas à l'écrire, c'est pas tout à fait clair dans ma tête comment poser la question, mais j'aimerais savoir comment vous incluez dans vos processus d'évaluation toute la question des nouvelles masculinités, des actions qui pourraient être inclus dans un projet auprès des hommes, le travail des masculinités positives et tout ce volet-là, comment on arrive à le transférer dans les résultats plus spécifiques aux femmes. That is a great question, Elizabeth. C'est une super question, Elisabeth. Et on se sent vraiment sur les normes sociales dans cette question. Donc, je pense que c'est un des enjeux les plus difficiles auxquels les experts et consultantes en question de genre sont confrontés. Je crois que la méthode SAGA a été très bénéfique. Jusqu'à maintenant, ça semble simple, mais c'est pragmatique. Les animateurs et animatrices que nous avons pu engager pour faire la méthode SAGA, donc, nous nous assurons d'avoir autant un homme et une femme. Et ça, c'est très important parce que d'avoir un homme d'impliquer dans l'implantation de processus pour l'importance de l'égalité de genre, ça apporte vraiment une posture puissante d'appui. Et aussi, lorsque nous travaillons dans un contexte plus conservateur, la présence d'un homme pour nous aider à porter ce message peut être très importante. Mais ça aide aussi les femmes dans les milieux locaux à s'intégrer dans ces débats, mais aussi d'avoir des représentations égalitaires dans nos propres activités au niveau de la mixité. Et ça, c'est un enjeu très pratique. Mais en termes au niveau de confronter les normes sociales, et comme nous l'avons déjà dit, je crois que cela, c'est clé à tout le travail de transformation sociale que nous faisons au Niger, c'est d'engager les autorités traditionnelles et religieuses. Et selon moi, ça a fait un impact très important, spécialement auprès des hommes, afin qu'ils puissent approfondir leur réflexion sur le changement social et aussi s'y référer dans un contexte approprié culturellement autant que religieusement. Donc, dans les communautés musulmanes autant que chrétiennes, nous devons être conscientes de ces enjeux lorsqu'on travaille avec des communautés différentes parce que ça peut vraiment complexifier la façon dont nous approchons les enjeux, mais nous avons trouvé que c'était très bénéfique de le faire. Et aussi le fait que, puisque la méthode SAGA identifie spécifiquement les femmes mariées, nous avons pu sélectionner des participantes plus spécifiquement, mais dans un groupe de gens qui étaient déjà intéressés et qui ont pu ramener ce message à la maison pour avoir des débats et des conversations avec leurs maris et les hommes de leur famille. Donc, je ne dirais pas que c'est très rapide comme processus, c'est plutôt long, mais ça a des résultats remarquables. C'est tout petit changement, c'est toute petite conversation qui ont lieu au sein des couples directement. Ça commence à influencer comment les femmes dans la communauté voient les femmes, non seulement comme une deuxième contributrice au revenu familial, mais bien comme potentiellement des femmes d'affaires sérieuses et autonomes. Donc, ça nous permet de contourner un peu des enjeux un peu plus difficiles au niveau des normes sociales. Donc oui, bien sûr, c'est difficile, mais d'avoir une approche centrée sur la famille semble fonctionner bien.
J'espère que ça répond à votre question. À prendre ces résultats-là, puis à les calculer, mettons, dans l'indice d'autonomisation des femmes, ou est-ce qu'il y a un élément, est-ce qu'il y a un vase communicant? Parce que finalement, c'est de l'empowerment des hommes qui a de l'influence sur l'empowerment des femmes, mais est-ce qu'on peut le calculer comme ça? So in the same index in terms of Donc, dans le même index, dans le sens de pouvoir utiliser un facteur plus quantitatif en lien avec le pouvoir économique des femmes, c'est bien ça? Oui, je voulais juste m'assurer de bien comprendre la question. Oui, nous ne faisons pas ça avec l'approche SAGA au Niger, par exemple, mais nous l'utilisons dans un autre indicateur d'égalité des genres afin d'analyser les attitudes de changement dans les enjeux genrés des hommes vers les femmes. Et ça, on appelle ça un indicateur de progrès des relations genrées. Je serais heureuse de vous partager cet outil aussi, mais c'est très outil. Je dirais que la méthode SAGA est plus axée sur la communauté et la mise en dialogue des acteurs, et c'est plus difficile de l'indexer et de l'organiser proprement dans un indicateur de mesure qui pourrait ressembler à ce qu'un bailleur de fonds voudrait voir, mais ça peut enrichir les récits et notre perspective sur les changements de comportement qui peuvent entourer les mesures d'indicateurs plus solides, mais nous utilisons autant cette méthodologie que la méthodologie SAGA, et cette dernière nous permet de contourner ces mesures un peu plus strictes qui s'approchent un petit peu plus de l'index qui a été présenté par Andrés plus tôt. Donc, mais je serais heureuse de vous partager cette ressource aussi. Allez, seulement pour que tout le monde soit au courant du temps, ça nous reste environ 3 minutes dans la salle de discussion. Donc, voilà, je vous redonne la parole après d'avoir rapporté ces faits. Thanks for that, Sébastien. Wow. Merci, Sébastien. Le temps passe tellement vite et j'avais des questions à vous poser moi-même, mais on dirait que nous nous sommes emportés dans la conversation de manière organique. C'est magnifique. Et ce que je vais faire, c'est je vais simplement continuer avec les commentaires qui ont déjà été partagés dans la boîte de clavardage, et ensuite, si on a du temps, on pourra faire une petite réflexion de conclusion ensemble. Et là, ici, le mentorat et les consultations sur la mise en pouvoir des femmes et des filles en Afrique. Oui, définitivement, selon les ressources et les outils qui ont fonctionné par le passé. Est-ce que c'est ça votre question ici et là? Oui, merci. En fait, merci beaucoup pour votre présentation. Ce que je voulais plus savoir, c'est... On ne vous entend plus, Ella. Pardon, mon chien a commencé à japper parce que la porte, on a cogné à la porte, mais je voulais juste dire oui. Et l'approche basée sur la mise en puissance des femmes dans une approche sexo-spécifique, c'est que nous voulons le centrer sur l'implantation de notre projet. Donc, nous voulons avoir une consultante ou un consultant qui puisse nous aider à concevoir et élaborer ce projet afin de nous assurer que son impact soit sexo-spécifique et aidera réellement la communauté afin de contribuer à leur travail déjà existant envers l'égalité du genre. Oui, c'est très, très pertinent de parler, par exemple, de stratégie de durabilité de nos mesures, tel que ça peut se représenter très différemment selon les contextes géographiques. En Afrique, par exemple, les relations de genre peuvent énormément changer d'une région à l'autre, bien sûr. Donc, je serais très heureuse d'en parler davantage après la séance est là. Je vais juste regarder rapidement dans la boîte de clavardage à quoi on pourrait réagir comme question. Mohamed, intéressant.
Mohamed, cette question que peut-être voudriez-vous la partager en plénière avec Andrés parce que son cadre d'analyse sur le changement d'attitude auprès des hommes pourrait être pertinent à votre question, mais ce que nous avons utilisé à MIDA, c'est l'échelle de JEMS. Je ne sais pas si vous la connaissez. Gender Equitable Men Scale, c'est une petite échelle comparée à ce dont on parlait chez Sekodavi et par rapport à l'outil de Andrés. Mais cela nous permet d'analyser le changement d'attitude spécifiquement chez les hommes et les garçons, et nous pouvons implanter ces résultats directement au début de l'élaboration de nos activités afin de pouvoir mesurer le changement d'attitude au cours du temps. Donc, JEMS Scale. Donc, je vous encourage à aller faire vos recherches sur Internet à ce sujet. Cassandra, je peux clairement réagir à ça. Oui, je vais partager plus d'outils à la fin de la séance. J'ai déjà fait un atelier sur la méthodologie GPM et c'est vraiment un outil fantastique. Je serais très heureuse de vous le partager.